informations de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Chez le président de la Chambre, Nabi Berri, convoque les députés à une séance électorale. Demain, une séance législative plutôt. Le camp de Samir Jarjar dénonce le fait que le projet de loi sur le code électoral ait été placé à la fin de l'ordre du jour. Les armées russes et syriennes ont suspendu leur aide aérien à Alep ce mardi. Annonce du ministère de la Défense russe. L'objectif, selon Moscou, c'est donc de faciliter la mise en œuvre de la pause humanitaire du 20 octobre. L'armée irakienne et les forces kurdes progressent vers la ville de Mossoul. Plusieurs villages sont d'ores et déjà hors du contrôle de l'État islamique. Je vous disais en titre, le président de la Chambre, Nabi Berri, a convoqué les députés à une séance législative qui doit avoir lieu demain, mercredi. Une annonce qui intervient à l'issue d'une séance lors de laquelle les députés ont élu le nouveau bureau du Parlement. Les mandats ont majoritairement été renouvelés et seules quelques modifications ont été adoptées. En marge de la réunion, des déclarations, notamment celles des députés Antoine Zahra et Georges Radouane des forces libanaises. Le camp de Samir Jarjar dénonce le fait que le projet de loi sur le code électoral ait été placé à la fin de l'ordre du jour de la séance législative, donc de demain, mercredi. C'est à 10h30, place de l'Étoile. Le patriarche maronite a émis l'espoir, pour sa part, de voir les tentatives menées actuellement aboutir à l'élection d'un président de la République. Nous espérons, comme nous l'avons toujours dit, que toutes les tentatives aboutiront et seront bénéfiques au Liban et aux Libanais, d'Exit Bshara Raï. Le chef de l'église maronite qui a tenu ce matin en point de presse à l'aéroport de Beyrouth peu avant son départ pour Rome. La 45e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République n'a pas pu se tenir faute de quorum. Une 46e séance a été fixée au 31 octobre. Les armées russes et syriennes ont suspendu leurs raids aériens à Alep ce mardi. Annonce du ministère de la Défense russe. L'objectif, selon Moscou, faciliter la mise en œuvre de la pause humanitaire du 20 octobre. Cette annonce intervient après d'intenses bombardements russes des quartiers rebelles d'Alep. Au moins 5 morts au sein d'une même famille, un couple et ses 3 enfants. Le récit de Laure Manin. Le silence sur Alep. Pour la première fois depuis le 22 septembre, les civils n'ont plus à craindre les bombardements. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la Russie, avec la suspension des raids de son aviation et de celle de Bachar al-Assad dès ce mardi. Aujourd'hui, à 10h du matin, les frappes des aviations russes et syriennes ont cessé dans la région d'Alep. La suspension anticipée des bombardements facilitera la pause humanitaire prévue pour le 20 octobre. Elle permettra la sortie en toute sécurité des civils via 6 couloirs humanitaires et l'évacuation des blessés de la partie est d'Alep. Lundi, Moscou avait annoncé une trêve pour ce jeudi, mais de 8 heures seulement, un peu court selon l'ONU et l'Union européenne. Bien sûr, c'est une étape positive. Mais ce que nous disent les agences humanitaires, c'est que 12 heures de trêve seraient nécessaires. Donc je crois qu'il y a encore un peu de travail pour trouver un terrain d'entente. Cet arrêt anticipé des bombardements doit également aider au succès des discussions qui débutent ce mercredi à Genève. Des pourparlers menés par les États-Unis et la Russie, en présence de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Ils doivent permettre de déterminer quels groupes de combattants sont considérés comme terroristes et lesquels font simplement partie de l'opposition dite modérée à Bachar al-Assad. C'est l'un des principaux points d'achoppement dans les négociations de paix pour la Syrie. L'armée irakienne et les forces kurdes progressent vers la ville de Mossoul. Plusieurs villages sont d'ores et déjà hors de contrôle de l'EI. L'objectif de Bagdad est d'avancer de 5 km par jour. Selon des communiqués de l'armée irakienne et des Peshmerga, l'État islamique a perdu le contrôle d'une vingtaine de villages. Les djihadistes sont là, en embuscade, dans ces maisons désertées. Les Peshmerga font face à des tirs incessants. Tirez! Je vais vous bouffer les yeux. Chaque village repris à l'ennemi fait l'objet d'une âpre bataille. La moindre colline doit être prise d'assaut. Ici, un djihadiste enterré dans un tunnel tire sur un Peshmerga. Il se fait exploser.
pour ne pas être prisonniers. Ils sont soutenus dans leur progression par l'aviation de la coalition occidentale. À l'est, les troupes kurdes avaient déjà libéré hier soir plusieurs villages sur la route de Mossoul. L'offensive terrestre doit prendre en tenaille les milliers de djihadistes retranchés dans la ville. Au sud, l'armée irakienne, au nord et à l'est, les troupes kurdes Peshmerga foncent sur le bastion de l'État islamique. Sur la route sud, l'armée irakienne est aussi confrontée à des poches de résistance. Aux abords de ce village, un camion sort à vive allure. Il fonce sur la ligne de chars irakiens. Un véhicule kamikaze, bourré d'explosifs. Pour le commandement irakien, l'opération se déroule bien. Daesh s'effondre, leur morale est au plus bas. Selon nos informations, beaucoup de leurs combattants fuient la ville avec leurs familles et leurs biens, parce qu'ils comprennent que la libération de Mossoul est inévitable. Pour l'instant, l'offensive est conforme au plan établi. Mais la libération de Mossoul s'annonce difficile. Sans doute des semaines de combats de rue pour reprendre cette ville symbole aux djihadistes de Daesh. Le président du Yémen et les rebelles houthis ont accepté un cessez-le-feu de 72 heures qui commencera ce mercredi à minuit. Washington, Londres et l'ONU l'avaient appelé de leur vœu dimanche. La guerre qui oppose depuis mars 2015 les forces du président Hadi, soutenues par la coalition arabe, aux rebelles chiites a fait près de 6900 morts. Les explications de Cédric Ferreira. L'appel à un cessez-le-feu au Yémen a finalement été entendu. Dimanche, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'ONU avaient réclamé une trêve dans les combats entre les forces loyalistes et les rebelles houthis. Elle entrera donc en vigueur mercredi à 23h59 heure locale pour une durée de 72 heures reconductibles. Abed Rabou Mansour Hadi, le président yéménite, a accepté la trêve. Son allié, l'Arabie saoudite, veut donner une chance à la diplomatie. Nous voyons des progrès sur le terrain, mais nous espérons que cela pourra se résoudre à la table des négociations, pas sur le champ de bataille. Un apaisement après une escalade des violences ces dernières semaines. Le 8 octobre, un raid aérien de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite avait provoqué la mort de 140 personnes lors d'une cérémonie funéraire à Sanaa. L'incident avait suscité un tollé international. Dans la capitale tenue par les rebelles depuis plus de 2 ans, la population se montre plutôt sceptique vis-à-vis de l'engagement des Occidentaux. Il y a la propagande américaine et britannique qui appellent à la fin de la guerre. Mais depuis le début de la guerre, on n'a vu aucun mouvement concret ou honnête pour y mettre fin. Avec cette trêve, les différentes parties espèrent relancer des discussions pour parvenir à la fin du conflit. Plusieurs mois de négociations de paix à Koweït s'étaient achevés début août sans aucun résultat. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, ce mardi au siège de l'UNESCO à Paris. Le Conseil exécutif a formellement adopté une résolution sur Jérusalem-Est, portée par plusieurs pays arabes et vivement contestée en Israël. Le texte déjà approuvé en commission la semaine passée a provoqué un tollé donc en Israël où le gouvernement a suspendu ses relations avec l'organisation. Noémie Roche nous en dit plus. Au cœur de la polémique, l'esplanade des mosquées qui cristallise une nouvelle fois les tensions. 3e lieu saint pour les musulmans, c'est aussi le site le plus sacré pour les juifs. Eux l'appellent le mont du Temple. Et c'est bien cela qui pose problème aux Israéliens. D'après eux, la résolution votée à l'UNESCO ne reprend que les dénominations musulmanes. Pour le Premier ministre israélien, le texte nie purement et simplement le lien historique entre les Juifs et Jérusalem. Déclarer qu'Israël n'a aucun lien avec le mont du Temple et le mur des Lamentations, c'est comme dire que la Chine n'a aucun lien avec la Grande Muraille ou que l'Égypte n'a aucun lien avec les pyramides. Les Palestiniens, eux, estiment que ces accusations sont injustifiées. Lorsque vous lisez le 3e paragraphe de ce texte,
Vous pouvez constater qu'il commence par la reconnaissance de l'importance historique de la vieille ville de Jérusalem pour les trois religions monothéistes. Le texte dénonce surtout les incursions israéliennes sur l'esplanade des mosquées et les restrictions d'accès imposées aux fidèles musulmans. Il accuse Israël d'empiéter sur l'autorité de la Jordanie, censée contrôler l'accès au site dans le cadre d'un statu quo international. Un texte absurde pour Benyamin Netanyahou. Après son vote jeudi à l'UNESCO, Israël avait suspendu sa coopération avec l'organisation. Dans un tout autre registre, aucune date n'a été officiellement confirmée, mais selon le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le démantèlement de la jungle de Calais, qui abrite actuellement près de 10 000 personnes, interviendra dans les meilleurs délais. L'imminence de cette opération d'évacuation inquiète les associations engagées à Calais, notamment sur le sort des mineurs isolés. 14 d'entre eux sont arrivés hier au Royaume-Uni. Ils vont pouvoir faire une demande d'asile et retrouver leur famille. Le récit de Johanna Citruc. À peine le temps d'échanger un sourire, de se prendre dans les bras furtivement sous les objectifs des caméras. Et déjà, il faut remonter dans le bus. Pour retrouver ses proches, cet adolescent devra patienter encore un peu. Il doit d'abord se rendre au ministère de l'Intérieur afin que sa demande d'asile soit étudiée. Mais déjà, son oncle a du mal à contenir sa joie. Je suis sûr que ce n'est pas un rêve, mais ça me paraissait tellement impossible de le voir et de le serrer dans mes bras. La dernière fois que je lui ai parlé, il était en Iran et il pleurait. Son neveu fait partie des 14 mineurs non accompagnés en provenance de la jungle de Calais. D'autres doivent arriver au Royaume-Uni dans les semaines à venir. En effet, ceux qui possèdent de la famille dans un État membre de l'Union européenne peuvent demander l'asile dans ce pays plutôt que celui par lequel ils sont arrivés. Au regard de cette loi, dans la presse britannique, le ministre français de l'Intérieur demande à Londres d'assumer toutes ses responsabilités. Ni le Royaume-Uni ni la France ne peuvent renoncer à leurs responsabilités en ce qui concerne la crise des migrants sur notre continent. Aucun des deux gouvernements n'a choisi de laisser des personnes avec un statut de réfugié dans le froid et dans la boue. Les autorités françaises ont décidé de démanteler définitivement la jungle de Calais. Aucune date n'est fixée, mais les opérations pourraient débuter dans les jours à venir. Actuellement, entre 6 000 et 10 000 migrants y vivent toujours. À Paris, dans l'Illinois, comme dans d'autres États américains, les électeurs et les électrices peuvent voter avant la date officielle de la présidentielle le 8 novembre prochain. Le candidat républicain Donald Trump ne cesse d'agiter des soupçons de tricherie. Selon lui, ces élections pourraient bien être truquées en faveur d'Hillary Clinton. Le reportage de Gallagher Fenwick. À Paris, dans un petit coin tranquille de l'Illinois, comme dans d'autres États, les électeurs et les électrices peuvent voter avant la date officielle de la présidentielle, le 8 novembre prochain. Mettez votre bulletin dans l'urne. Evelyne et Merle en profitent et leurs voix vont à Donald Trump. Ils ont déjà essayé de nous voler l'élection par le passé. Par exemple, ils essayent de légaliser plein d'immigrés pour qu'ils votent selon les instructions qu'ils leur donnent. Ça aussi, c'est illégal. Le candidat républicain ne cesse de dénoncer la triche et l'idée selon laquelle ces élections pourraient bien être truquées en faveur d'Hillary Clinton. Dans ce comté, celles et ceux qui le soutiennent pensent la même chose. Donc là, on leur donne un bulletin. Cet officiel local affirme que des personnes sont déjà venues se plaindre auprès de lui. Ils se sont plaints de s'être vus proposer de la bière, des cigarettes ou de l'argent en échange de leur vote. J'en ai fait part à la police, l'enquête est en cours. Cette offre venait de gens qui représentaient le Parti démocrate. L'État de l'Illinois a effectivement connu des épisodes de fraude par le passé, mais pas de quoi inquiéter la presse locale. Ces dernières années, la plupart des allégations sont fausses, mais ça crée tout de même une mauvaise ambiance autour de ces élections. À l'échelle nationale, Donald Trump est en train de décrocher dans les sondages, mais certaines de ses idées résonnent néanmoins avec des pans entiers de la population.
Remettre les accords de Minsk sur les rails, c'est l'objectif du sommet qui se tiendra demain mercredi à Berlin entre l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine. Il s'agira de discuter des prochaines étapes du processus visant à résoudre la crise ukrainienne. François Hollande souhaite une feuille de route engageant toutes les parties pour établir le contrôle par l'Ukraine de sa frontière avec la Russie. Pour la présidence française, il faut consolider le cessez-le-feu. L'Ukraine est en proie depuis plus de 2 ans à un conflit opposant ses forces à des séparatistes pro-russes qui sont, selon Kiev et les Occidentaux, soutenus militairement par la Russie, ce que Moscou dément. Le conflit a fait plus de 9600 morts depuis son déclenchement. C'était en avril 2014. 55 scientifiques de 30 pays partiront en décembre pour une expédition inédite de 3 mois à bord d'un navire de recherche russe autour de l'Antarctique à la recherche de réponses sur les effets du changement climatique. Cédric Ferreira nous en dit plus. De la glace à perte de vue, voilà ce qui attend les scientifiques durant 3 mois. Ils seront 55 chercheurs venus des 4 coins de la planète à prendre la mer le 20 décembre depuis le port du Cap en Afrique du Sud. Direction l'Antarctique. Une mission inédite pour tenter de comprendre les effets du changement climatique. C'est ambitieux parce que nous essayons de traverser l'ensemble de la partie sud de l'océan en une saison, ce qui a rarement été accompli. Nous voulons inclure aussi bien les îles que l'océan dans nos enquêtes pour rassembler une base de données que personne ne possède pour le moment. Voilà ce qui rend cette mission novatrice et excitante. En réunissant autant de chercheurs sur un même navire, les organisateurs espèrent encourager la coopération scientifique. Certains recenseront les baleines, pingouins et albatros de l'océan austral. D'autres mesureront les effets de la pollution par le plastique sur la chaîne alimentaire ou prélèveront des échantillons de glace. Les changements qui s'opèrent en Antarctique sont moins bien compris que ceux de l'Arctique. Et les îles autour de l'Antarctique sont le baromètre de ce qui est en train de se passer. L'expédition se fera en plusieurs étapes. Le retour en Afrique du Sud est prévu pour le 18 mars prochain. Voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la Chambre, Nabil Berri, convoque les députés à une séance législative. Le camp de Samir Jarjar dénonce le fait que le projet de loi sur le code électoral ait été placé à la fin de l'ordre du jour. Les armées russes et syriennes ont suspendu leur aide aérien à Alep ce mardi, annonce du ministère de la Défense russe. L'objectif, selon Moscou, faciliter la mise en œuvre de la pause humanitaire du 20 octobre. Et vous le voyez, l'armée irakienne et les forces kurdes progressent vers la ville de Mossoul. Plusieurs villages sont d'ores et déjà hors de contrôle de l'État islamique. Merci de votre attention. Merci à ma nouvelle réalisatrice Yasmine Ralaini et à toute l'équipe. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Philippine de Clermont-Tonnerre à la barre du prochain JT.